Bonjour à tous. Donc, moi je suis paysan, enfin j'ai deux métiers, je suis paysan et enseignant. Je suis paysan de souche, on va dire. Donc, sur la ferme où je suis la 9e génération. Ça fait 400, à peu près 400 ans. Moi je suis venu, je vais déjà commencer par le début, donc effectivement mes parents, mes grands-parents et ainsi de suite ont été dans un système conventionnel. Ils ont suivi la marche au niveau des générations, au niveau de la politique qu'ils ont menée. Mon père, après-guerre, était productiviste. Il avait une ferme qui était pas très grande, une trentaine d'hectares, et donc en céréales, il s'est diversifié en maraîchage, il a fait un peu d'élevage. Et moi, quand j'avais votre âge, j'aurais bien voulu m'installer, mais je suis venu pas très loin, donc je suis venu à la chambre d'agriculture, et j'ai commencé à demander un peu à me renseigner, on m'a dit non, on va y compter, c'est pas viable. Merci, au revoir. Donc j'ai choisi un autre métier et en rapport avec quand même un peu mes convictions, mon métier ma formation déjà à la base et puis aussi mon histoire. Et je suis devenu enseignant dans une lycée agricole. Mais j'avais quand même la fibre. Et donc il fallait à tout prix que je me réinstalle, que je m'installe, que j'essaye quelque chose. Et donc la ferme, on l'a conservée plus ou moins. Mon père a arrêté en 93. Voilà, et à partir de là, on a continué à jardiner, à faire notre jardin, à produire des légumes. Pour nous déjà, continuer à vendre aussi un peu quand mon père était en retraite. Et puis voilà. Alors, une petite présentation rapide de ce qu'on a fait. Donc en fait, donc moi je suis sur une ferme. On a créé cette ferme avec mon épouse en 2009. Donc entre 93 et 2009, il y avait toujours la ferme, les ports de ferme avec 1 hectare. Voilà. Le reste, comme c'était en location, c'était repris par d'autres, etc. Bon, ça on va pouvoir passer parce qu'en fait c'est une location. On l'a revu. On va avancer un petit peu. Et voilà, donc en fait, quand j'ai. Alors, l'histoire, elle est pas très joyeuse au départ. Donc, on continuait à faire nos légumes, mais en 2004, en 2003, mon père est tombé malade d'un cancer foudroyant. Et donc il est décédé en 2004 et en discutant avec l'oncologue, avec les gens que j'ai pu avoir, avec qui je pouvais discuter, je leur ai dit est-ce que ce serait pas lié quand même à son métier, puisque donc, il avait utilisé des phytos comme tous les agriculteurs. J'ai le souvenir de mon père avec les mains jaunes, les enseignants d'agro qui pourraient vous dire à l'époque on utilisait des colorants nitrés, donc tout un tas de produits phytosanitaires qui étaient très nocif. Et bon voilà, donc mon père est décédé et pour moi c'est en partie à cause de son métier. Pas uniquement, parce que comme tous les gens de sa génération, ils fumaient, etc. Mais bon voilà, donc en 2004 j'ai eu une prise de conscience, je me suis dit tout ce qui est phyto, c'est fini, ce ne sera plus sur les terres de mes aïeux. Et donc on est parti, voilà, donc la prise de conscience, arrive des phytos et du chimie sur le site. De 2004 à 2008, j'ai produit des légumes pour la famille sans produits chimiques, mais encore avec une tradition familiale qui vient de mon père, qui avait hérité de son grand-père, etc. Et en 2009-2011, donc là, c'est là où on a commencé à créer la ferme pédagogique, puisque si vous allez sur notre site, l'arbre à poules, c'était avant tout du partage, déjà, c'était avant tout une ferme pédagogique. On a
On accueille des groupes, etc. Et on partage notre passion du métier d'agriculteur. Et on était sous forme associative au départ. Parce que toujours le même problème, hein, 1 hectare, non, vous ne pouvez pas vous installer, vous n'avez pas la SMI, hein, surface minimale d'installation, donc c'est pas possible. Okay. Donc on va faire autrement. Donc on a commencé tout doucement et on s'est installé sur l'aspect pédagogique. Et donc l'aspect partage aussi de notre passion du métier d'agriculteur, de paysan. Voilà. J'aime mieux le terme de paysan. Donc 2009-2011, diminution du travail du sol et début du paillage. Donc progressivement, j'ai commencé à me rendre compte que quand je faisais traditionnellement ce que faisaient tous les agriculteurs, hein, moi je le faisais à une petite échelle, j'avais un motoculteur avec une petite charrue derrière le motoculteur, donc forcément quand vous êtes derrière, vous avancez et vous avez le nez dans l'arrêt de la boîte. Et là je voyais des vers de terre, plein de vers de terre. Je me dis, bon, si je passe la charrue, je les explose. Alors je me suis dit, bon, il y a peut-être moyen de faire autrement. Et j'ai réfléchi, j'ai commencé à pailler, et je voyais mon sol qui commençait à s'améliorer d'année en année. Et puis un jour, Internet aidant, j'ai vu un mot, permaculture. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc je me suis renseigné, je me suis documenté, et donc ça c'était en 2011. Et je me suis lancé dedans. Alors, je me suis formé à la ferme du Bec de Loin, je pense que certains la connaissent. Donc j'ai passé le CCP là-bas et puis après on a poursuivi l'aventure. Donc à partir de 2011, je suis vraiment rentré dans la permaculture. Voilà, donc avec alors il n'y a pas que le travail du sol. Donc on est toujours dans notre partage de tout, avec technique, etc. Et puis progressivement, on est arrivé à créer une petite ferme et à ce qu'elle devienne productive. Et l'année dernière, j'étais cotisant solidaire à la NSA. Et cette année, ma femme s'était installée en tant qu'exploitante agricole et moi je suis conjoint collaborateur. Donc on avance progressivement. On est toujours sur 1 hectare. Là, c'est pour ça que j'ai bon espoir quand même sur l'avenir, parce que les lois évoluent, on parlait tout à l'heure d'éthique, etc. Mais la loi en elle-même évolue, parce qu'on peut avoir des éthiques, on peut avoir de la morale, etc., ce qui régit quand même nos vies. Heureusement ou malheureusement, si c'est une bonne loi ou pas une bonne loi pour soi, néanmoins c'est les lois qui régissent un peu quand même notre vie. Et là, moi, pour nous installer, c'était pas possible. Parce que maintenant, c'est un peu plus, on voit un peu plus clair et on peut s'installer sur des petites surfaces, puisque maintenant on prend en considération le nombre d'heures que vous passez. Voilà. Donc on peut avancer. Alors moi, je sais pas, après, je vous propose, si vous avez des questions, qui vous viennent tout de suite, n'hésitez pas à m'interrompre pour me poser la question. Je vais essayer de vous présenter chez nous rapidement. Donc, alors, pourquoi ces choix pourquoi ces choix? Déjà, effectivement, on se pose le problème de l'ère de l'après-pétrole. Peut-être qu'il n'y en aura pas, peut-être qu'il y en aura une, mais on ne sait pas. En attendant, on se rend compte qu'en 2 générations, on est devenu très dépendant de l'énergie fossile. Et que pour produire une calorie, par exemple, d'aliments, il faut 12 calories d'énergie fossile. Donc on est sur une agriculture au niveau production, au niveau environnemental, et absolument pas. Donc voilà, c'est des petites illustrations qui sont un peu précises. Donc, alors le maraîchage en permaculture, donc nous, comment on voit les choses. Donc, le maraîchage en permaculture vise à cultiver la terre en instaurant un agrosystème se rapprochant le plus possible d'un écosystème naturel. Donc ça, c'est ce que nous on fait, c'est-à-dire que déjà on travaille plus le sol. Et j'ai déjà du recul sur 2-3 ans. J'ai des buts permanentes. Alors j'insiste aussi là-dessus, la permaculture, c'est pas la culture sur vie. Voilà, il n'y a pas que ça. Hein, souvent,
parle de permaculture, on dit ah oui, cultiver sur but, oui, effectivement, cultiver sur but, mais pas que. Voilà, donc, mais par contre, sur les buts permanentes, là, les premières que j'ai faites, j'ai quasiment plus besoin à l'heure actuelle de travailler ici. Donc voilà. Continuer. Donc, alors voilà par exemple une illustration des buts. Alors vous avez des associations de culture, des cultures en mélange. Là il y a de la salade, il y a des oignons. Alors évidemment quand on rentre, on fait des formations d'initiation à la permaculture. Et il y a des fois il y a des gens qui viennent et j'en ai eu un il y a quelques temps qui avait une soixantaine d'années. Il est arrivé, la première réaction qu'il a eue c'est le bordel. Il y en avait effectivement, c'est pas aligné, il y en a, voilà, il y a un mélange, toutes les plantes se mélangent, on est sur différentes strates, et au bout de 3 jours, il était convaincu mais c'était pas gagné au départ. Donc voilà, donc là il y a une illustration qui est sympa, enfin on en reverra d'autres, mais voilà, un lien très important chez nous, c'est les légumes et les animaux. Donc là, bon, je les utilise pas, je devrais les utiliser plus, mais c'est très bon laboureur, mais le problème c'est que il laboure vraiment tout. Voilà. Donc pour l'instant, je les utilise dans leur parc pour qu'ils me mélangent un peu la terre avec beaucoup de résidus de culture que je récupère ensuite pour remettre sur mes buts. Et puis bon, en fond, donc, on a les vergers avec là c'est des prés avec des chèvres. On est juste sur 1 hectare, donc il faut jongler énormément avec tous les animaux pour qu'on ait encore un peu d'air. Suivant. Alors, on a remis une place prépondérante des haies. Alors, il y a une chose que je ne vous ai pas précisé avant de poursuivre, ce qui est important, c'est qu'en fait, on a 1 hectare, on est en plein centre-ville. C'est-à-dire, j'ai 6000 habitants, enfin dans la commune, il y a 6000 habitants. Et on a 1 hectare et ça fait donc 3 générations qu'on résiste à l'urbanisation. Et donc maintenant, moi, j'ai moins de pression. Mais il y a eu pas mal de pression les années d'avant, les générations d'avant pour construire. Mon grand-père qui est né en 1909 et qui est mort en 89, il a connu 500 habitants à Villars-Saint-Paul. Et quand il est décédé, il y avait 6500 habitants. Ça vous laisse une idée un peu de voilà. Et donc il reste un poumon vert là, en plein milieu. Et donc on essaye de conserver ce poumon. Donc on a replanté des haies autour, un peu partout, des haies fruitières, beaucoup de haies fruitières. Moi je suis parti du principe que toute plante que je plante doit produire l'alimentation, doit produire de la nourriture. Donc beaucoup de plantes fleuries en mélange, etc. On va continuer. Voilà, donc on a aussi mis en place des mares un peu partout parce que l'eau est très importante en permaculture, elle apporte pas mal de choses, la création d'écosystèmes, etc. Et donc on a vu effectivement revenir à une biodiversité importante, riche notamment en prédateurs avec des insectes ravageurs. La biodiversité, c'est relativement important. Le plus compliqué, ça va être effectivement d'arriver à, quand on essaye d'avoir quelque chose de productif, c'est-à-dire d'essayer, entre guillemets, d'en vivre. C'est vrai qu'il y a un moment, on parlait des rats, quand ils viennent vous bouffer vos semis, il y a un moment ça va, les oiseaux c'est pareil, en ce moment là ils rentrent dans les serres et ils explosent tous les jeunes semis. Bon, il faut trouver des solutions autres que les solutions classiques de tout détruire. Et voilà, mais c'est vrai qu'il y a des fois, il faut changer ses lunettes. C'est-à-dire en fait, il ne faut plus être dans la logique de lutte permanente. C'est-à-dire voilà, c'est un combat. Moi je me souviens, il y a encore 10 ans, voilà, le métier d'agriculteur c'est un combat. On se bat contre, on lutte contre. Et là, ça a été quelque chose pour moi qui a été très compliqué de ne plus avoir ces lunettes-là. Mais bon, c'est même encore, des fois je les remets. Donc les légumes sont cultivés sur des buts pérennes, je cultive aussi sur planches plates. Donc voilà, on peut poursuivre. Donc voilà, bon là, je vois pas bien, c'est un peu sombre, mais c'est une illustration d'une butte qui est juste à côté, effectivement, avec
différentes salades, etc. Et on ne voit pas, mais il y a des arbres. Sur chaque butte, il y a des arbres qui sont plantés, des arbres fruitiers magnifiés, etc. qui permettent de cultiver aussi en agroforesterie. Donc, alors la prénidification de ces dernières, le sol est peu travaillé. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'en suis arrivé à... L'année dernière, sur certaines, j'ai repiqué des échalotes sans le travailler. Et cette année, je suis arrivé à certaines buttes où vraiment, je peux y aller avec la main sans avoir besoin d'autres outils. Voilà, uniquement à la main, donc je travaille uniquement à la main. Donc je me sers plus de... je me sers plus d'outils mécaniques. Je me sers d'un motoculteur, mais pour charrier le fumier ou le compost, etc. Voilà. Alors, on paille beaucoup dans tout ce qui est culture repiquée, tout ce qui est semi-direct, les carottes, etc. Là, j'ai un peu de... voilà, j'ai du mal à... Je sais que j'ai des collègues qui essayent les semis-directs surpaillés. Moi, j'ai un peu de mal avec ça et ça va venir, mais pour l'instant, j'ai peur que ça ne gère pas. Donc, du coup, tout ce qui est semi-direct, donc carottes, navet, je fais en blanc, je fais en semi-direct. Betterave, pareil, je fais les deux. Mais tout ce qui est semi-direct, je paille. J'évite de pailler. Voilà. Après, il y a aussi le problème, une carotte, ça met un certain temps à germer, ça met une quinzaine de jours, 3 semaines dans les mauvaises conditions. Et une limace, ça met 3 minutes pour monter. Voilà. Donc, avec le paillage, il risque aussi d'avoir des limaces. Donc, sur du jeune plant vraiment fragile, voilà, je suis là-dessus. On peut poursuivre. Donc, on utilise aussi des engrais verts, hein, donc je pense que ça vous connaissez. Donc, on mélange différents types de plantes, légumineuses principalement, mais pas que. Les céréales aussi. Là, je fais partie aussi d'une association qui s'appelle Graines de Noé. Et j'essaye d'expérimenter de lier une variété de céréales. Pas en engrais verts, mais ça va quand même nous permettre d'utiliser la paille parce qu'à l'heure actuelle, je suis dépendant au niveau de la paille de l'alimentation des animaux. C'est-à-dire j'achète quasiment toute l'alimentation des animaux et ma paille. Par contre, il n'y a rien qui ressort. C'est-à-dire que tout ce qui est fumier, etc., ça ressort, mais pour des jardiniers amateurs qui ont besoin, voilà, mais je n'ai pas de déchets. Il y a une autre chose aussi que je n'ai pas précisé, c'est que nous, on récupère aussi des déchets. C'est-à-dire on est en cheville avec un supermarché bien avant que les lois soient passées, avec Auchan Nogent-sur-Oise. Et Auchan Nogent-sur-Oise nous donne les invendus, fruits, légumes et un peu de pain. Voilà. Et donc ça, on le rentre dans le système. Alors évidemment, c'est du tout. Hein. Je ne vais pas prendre que les salades et les concombres et les vins. C'est de tout, mais ça me permet de nourrir mes animaux. Et je trouve que voilà, je revalorise un déchet avec tout ce que ça comporte effectivement si ça vient avec ses bourrées de phyto. Ça accumule au niveau des animaux, mais comme nos animaux on les mange pas. On peut poursuivre. Pardon. Toujours pareil, pourquoi je recevrais plus pour donner aux humains? C'est ça? Mais je vous rassure, hein, nous on passe après les humains. Et on a un autre partenariat qui s'est créé tout seul avec le Secours Populaire. Voilà. Donc c'est-à-dire que le Secours Populaire, parce que il faut savoir quand même qu'il y a énormément, la loi n'est pas encore passée, je ne sais pas, mais il y a énormément de choses qui sont données à la banque alimentaire et aux œuvres caritatives, et ils en reçoivent tellement que ça part à la veine. Voilà. Donc moi, le Secours Populaire m'apporte 3 fois par semaine l'équivalent de, je sais pas, une quinzaine ou une vingtaine de sacs de pain de 20 kilos. Donc bon, voilà. Et ça, si moi je ne le récupérais pas, ça partirait à la poubelle, quoi. Donc c'est dans les poubelles des supermarchés, enfin entre guillemets,
c'est récupéré par les banques alimentaires et ils en ont trop, donc voilà. Donc je me fais pas trop de... En même temps, nous, on a insisté là-dessus, c'est-à-dire qu'on veut bien récupérer les invendus. Je vous rassure, hein, il y a des papiers, voilà, ça permet à Auchan aussi de récupérer les impôts. Hein. Et donc, on a bien insisté là-dessus, on veut bien récupérer, mais vraiment au bout, quoi, quand c'est plus consommable par nous. Monsieur, oui. À terme, vous pensez de pouvoir devenir suffisant ou pas au niveau de l'alimentation? Alors là, la question est importante. Suffisant, c'est-à-dire au niveau... économie et aussi au niveau simplement quantité. Alors là, c'est important parce qu'en fait, la permaculture, la première des choses qu'il faut reprendre, c'est quels sont nos besoins. Est-ce qu'on a besoin pour être heureux? Est-ce que j'ai besoin de gagner 3 000 ou 4 000 euros par mois? Ou est-ce que j'ai besoin de gagner 500 ou 600 euros par mois et être avec ma famille, avec ma femme, mes enfants, pouvoir vivre sur la ferme de mes ancêtres? Voilà. C'est tout simplement ça. Alors effectivement, je ne vais pas... si c'est le modèle, c'est-à-dire voilà, il faut avoir le SMIC, pour atteindre le SMIC, je pense que là on n'y est pas encore. Là pour l'instant, ma femme, on arrive tout juste à verser 500 euros par mois. Donc moi j'ai un travail à l'extérieur, mais je pense qu'un grand nombre de paysans futurs qui vont s'installer sont double actifs. Et au niveau de la quantité de nourriture? Au niveau... Ouais, niveau quantité, oui, bah on revend hein, tous les samedis matins, on vend des produits de 10h à midi. Là, on arrive, bon après, voilà, moi je suis venu à la permaculture, mais je voulais que le système, il doit être, je ne dis pas que la permaculture n'est pas productive, elle est productive, ça, la ferme du Bec le Loin le prouve, etc. Mais voilà, il y a un moment, nous, on avait effectivement l'impair de produire pour se nourrir, mais aussi, on a une démarche aussi derrière de production. C'est pour ça qu'il y a des fois, il y a certains courants où voilà, on laisse pousser. Oui, mais quand on veut vraiment produire, il faut donner un petit coup de pouce à la nature. Parce que les limaces, quand elles s'attaquent à une route de serre, c'est du partage avec la limace, mais il y a un moment, ça serait bien qu'elle nous en laisse au bout de la ligne. Et vous avez déjà eu des gros problèmes de ravageurs Depuis que j'utilise, franchement, depuis que j'utilise plus de phyto, ça s'équilibre. Après, effectivement, c'est toujours la même truc, quoi. On change de vinaigre, quoi. C'est-à-dire, j'accepte d'avoir un petit peu d'en laisser un petit peu. Il y a des choses, effectivement, les tomates en Picardie, faire de la tomate en plein air, on est sûr d'avoir du milieu, quoi. Mais je me rends compte que, effectivement, à part vraiment ces extrêmes-là, sinon on n'a pas tout ce qui est puceron, etc., tout ce qui est insectes, etc., ça se régule. Là, il y a une régulation qui est naturelle, sans souci. Voilà, ben là vous avez une petite photo de chez nous, en plein été, vous voyez tout est mélangé, il y a des choux, tout est paillé, et puis on se perd en fait comme ça. Enfin, pas moi, mais quand il y a des gens qui viennent, ils se perdent. Et ça c'est génial parce qu'on arrive, on ne voit pas tout. Et donc on découvre en marchant, en se promenant, on découvre d'autres aspects. Voilà. Donc vous voyez que il y a aussi des arbres fruitiers, il y a même des arbres sur plusieurs niveaux. Donc, on essaye de densifier un maximum les productions. Ça c'est relativement important. On peut poursuivre. Voilà, donc ces couvertures protègent la terre des intempéries. Donc il faut que le sol soit tout le temps couvert, que ce soit par un engrais vert ou que ce soit par de la paille ou par des déchets. Ça permet de conserver l'humidité. Donc on a fait de grosses économies d'eau dans le temps dans ce cas. Et moi je suis dans l'ancien lit d'Oise. Donc si je fais un trou à 80 cm de profondeur, j'ai de l'eau.
Mais là, donc, ça veut dire que l'été, je l'arrose quasiment pas. Mais à part cet été où ça a bien plombé, mais en extérieur, j'ai quasiment pas arrosé. Et là, ça a été un choix. Je me suis dit, est-ce que j'arrose ou est-ce que j'arrose pas? Et pour le coup, il y a un moment, j'ai perdu les cultures parce que j'ai pris la décision de ne pas arroser. Je me suis dit, il va pleuvoir, je ne vais pas prévoir, il allait faire aussi ça. Voilà, donc on fait beaucoup de compostage de surface, c'est-à-dire que toutes les allées, dans les allées, on va mettre du fumier et on repaille par-dessus. Et on attend. Alors, on ne va pas remettre du fumier comme ça tout de suite sur les cultures, surtout si c'est des quantités, mais on attend. Et donc ça va se décomposer. Et l'année d'après, en ce moment, on reprend le compost qu'on a dans les allées et on le remet sur les buttes, on le remet sur les planches plates. Et ce qui permet en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire d'aggrader le sol. Alors, donc, le fait que le sol soit toujours couvert. Pardon. Alors, pourquoi on fait des buttes? Moi, ce que j'ai trouvé, l'intérêt que j'ai trouvé au but, c'est que depuis que je suis tout petit, j'entends la terre est basse. C'est dur le métier de paysan, mais la terre est basse. Donc, du coup, c'est sympa parce qu'on remonte au niveau du sol. J'ai fait des planches plates aussi surélevé où je posais comme ça et j'ai mon sol qui est remonté. Et l'autre truc sympa que j'ai trouvé dans les buts, c'est que sur 1 mètre, ma butte elle fait 1 mètre la surface de production c'est 1,40 m et l'emplacement, la prise au sol c'est 1 mètre. Donc ça me permet d'augmenter ma surface de production. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ouais, voilà, donc ça c'est intéressant. Et aussi pour l'association de culture, ça permet aussi d'avoir différents niveaux. Une salade, par exemple, j'ai remarqué, alors les buts, on les oriente en fonction du climat, des vents dominants, du soleil, etc. Les salades, les premières séries de salades, en général, que je vois en extérieur, plantation le même jour, 1 mois de décalage. C'est-à-dire que je récolte pendant 1 mois. Si j'étais à plat, je pense que j'aurais tout carrément. Parce que là, comme j'ai des expositions différentes, j'arrive à échelonner. Pour de la vente directe, c'est bon. Je suis en vente directe, je suis en vente. Voilà, je ne sais pas si j'ai. Ouais, il y a d'autres avantages. Mais pour moi, c'est vraiment les avantages que je perçois. Pareil, sur les buts, ça permet aussi, comme on a des visites, ouais, c'est un peu plus compliqué. Les adultes qui comprennent, les enfants. Voilà. Mais ça permet de délimiter les années. Et parce que moi, je ne marche pas sur les endroits où je cultive. Parce que je tasse à imaginer un tracteur de culture. Voilà, donc je ne marche pas sur les endroits où je cultive. Donc ça permet de délimiter les années. Donc grâce à ces couvertures végétales qui permettent à la terre de rester neutre, le travail du sol est simplifié. J'utilise une grelinette et depuis l'année dernière j'utilise la campagnole. Donc la campagnole c'est une grelinette sur roue qui a été mise au point par la fabriculture et la ferme du Bec-et-Loin et qui est très efficace pour décompacter les sols sur des planches plates et aussi sur des grandes surfaces. Donc la terre se trouve ainsi à l'abri de l'érosion, donc on perd plus de sol. Bon, moi, je n'avais pas trop de problème de perte de sol. Voilà. De plus, le maraîchage en permaculture favorise une vie du sol foisonnant. J'avais beaucoup de vers de terre, c'est là où je me suis rendu compte que effectivement j'avais de la vie. Mais alors là, c'est multiplié par je ne sais pas combien, mais par beaucoup. C'est-à-dire dès que je prends une pelle de terre, ça bouge. Donc voilà, on sent la vie, l'humidité qui reste permanente. Donc sur une même planche, on peut faire des mélanges, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça permet de brouiller aussi les pistes des insectes ravageurs. Donc ça, c'est pour ça aussi qu'on n'a plus trop de problème. Hein. Les associations de culture vont quand même avoir un intérêt important dans la protection des cultures. Alors voilà une autre photo. Donc on a un petit tunnel avec des tomates, etc. Vous voyez, je vous disais, là j'ai remonté mon niveau. Donc tout est paillé systématiquement. Voilà, c'était début de. Ouais, là, je prends la terre de la allées. Voilà. C'est le principe aussi, ça fait un peu le principe de tout le bêchage de John Jewett en agriculture
bio-intensité. Donc qui a mis au point en fait des systèmes où il fait un double bêchage pour avoir une surface, une profondeur qui va être meuble sur 40 cm. C'est un peu ce principe-là, mais en évitant d'avoir un truc de manipulation. Là, on le fait une fois et on est content. Voilà, donc là, on a de la tomate ici, principalement. Non, j'en fais dehors aussi. Il y a des années, ça marche, il y a des années, moins. Est-ce que là, on est quasiment sûr. Par contre, voilà, un petit truc que j'essaye pour l'instant, je n'ai pas de souci. Donc là, je mets une tomate sur le milieu. L'année d'après, ils sont sur les côtés. Et l'année d'après, elle nous voit au milieu, et ainsi de suite. Bon, pour l'instant, voilà. L'hiver, il y a quand même d'autres cultures que de la tomate. Donc ça permet, en fait, quand on parle de rotation des cultures, quand on fait de l'association de cultures, on diminue les rotations. Moi, pour l'instant, je n'ai pas constaté vraiment de problème. On n'a pas de problème de commande de faim, parce qu'en fait, pour les rotations de culture, on fait des rotations pour éviter l'épuisement et l'appauvrissement des sols en différents éléments. Là, on ne l'a pas, parce qu'on est sans arrêt en train de l'aggraver, d'apporter des éléments de matière organique. Donc, on n'a pas de problème. Pour l'instant, j'en ai pas. On poursuit. Voilà, donc ça on l'a vu, donc on va mêler plusieurs espèces de légumes sur une même planche. Là par exemple, sur la photo précédente, il y avait les tomates, juste en dessous, après j'ai planté une série de salades qui n'est pas encore présentée. Donc on occupe ainsi tout le terrain et ça laisse plus de place pour les adventices, donc pour les mauvaises herbes. Il n'y a pas de mauvaises herbes. Voilà, donc parce qu'à la base, pourquoi on retournait le sol, c'est principalement pour lutter contre les mauvaises herbes chez les adventices. À partir du moment où on a plus ce problème qu'on arrive à le compenser par autre chose, on le fait. Alors c'est possible en maraîchage, effectivement c'est plus compliqué peut-être en grande culture, mais il y a d'autres alternatives. Conrad Schlaber en parle. On peut poursuivre. Donc le mélange des espèces sur une même planche permet de cultiver à un même lieu des végétaux qui vont nécessiter plusieurs planches. C'est ça l'intérêt, c'est-à-dire qu'on va densifier. Donc je vais avoir besoin de moins de surface. Comme moi, je n'ai pas beaucoup de surface chez moi, je suis obligé d'avoir recours à des stratèges. Là, j'ai semé des carottes. Les carottes, elles vont mettre 3 semaines à germer. Elles vont se développer, etc. J'ai semé des radis dans les carottes. Et j'ai semé en même temps, j'ai alterné une ligne de carottes, une ligne de poireaux, une ligne de carottes, une ligne de poireaux. Et je n'ai pas mis 20 ou 30 cm entre chaque ligne, j'ai mis juste 10 cm. Parce que de toute façon, mes poireaux, je vais les retirer pour les repiquer, et donc mes carottes prendront la place. Et les radis, je les aurais déjà vendus ou consommés. Donc la culture sur but pérenne ou permanente est la méthode la plus performante en maraîchage manuel. Je trouve parce qu'en fait, il y a plein d'avantages, on les a éliminés. Voilà une autre photo qui a été prise sous un autre angle. Donc on a du maïs, on a différentes choses. Ça n'a pas été une réussite de maïs cette année-là, ça c'est pas l'année dernière. Donc voilà, là on est à plat, c'est des cultures vitacées, donc petits ronds, petits marrons, etc. Et tout est paillé. Et vous voyez, et là, pour la petite histoire, comment je les ai plantés, c'est tout bête. J'ai pris une fourche bêche, j'ai juste décompacté sur 20 cm carrés, pas plus, et je plantais mon petit marron dedans. D'abord, j'ai pris un carton, j'ai fait une encoche, et j'ai planté mon petit marron dedans. Voilà. Et c'est tout. Et après, je paille au fur et à mesure où ça pousse. Donc, vous avez par exemple, vous reprenez un terrain où c'est une friche, selon la définition agronomique, une friche, donc il y a plein d'herbes qui ne sont pas utiles pour vous, et ça permet de retrouver progressivement une surface cultivable facile. Vous voyez que ça pousse très bien, sans eau. Il y avait une question. Parmi votre maïs, c'était pour faire de la vente, faire du maïs. Non, c'est pour. À la base, c'est pour faire de la farine. On a un four à pain, et en fait, je vais essayer de faire des galettes de maïs. C'est plus.
Donc l'eau est très importante, hein. Ça va créer des microclimats, ça permet d'avoir des cultures plus précoces. Et puis il y a des grenouilles, nous on a fait une mare, et quelques temps après j'ai eu des grenouilles. Je ne sais pas comment elles sont arrivées, comment elles ont débuté la mare. Il a fallu quand même qu'elles traversent la ville, enfin, je ne sais pas par où elles sont passées. Mais maintenant on a des grenouilles. Donc voilà, c'est pas ça les grenouilles, c'est les grands. Donc vous voyez que voilà, on a les buts en fond avec la mare et notre maison est ici. Et on a une maison de construction bois. Voilà, donc on peut poursuivre. Voilà, pour débuter, quelques conseils très rapides. La première des choses, c'est de commencer petit. Il ne faut pas vouloir faire beaucoup de buts dans tous les sens, etc. Parce que vous n'allez pas arriver à tout entretenir. Donc commencez petit et au fur et à mesure, vous allez poursuivre et agrandir. Voilà, et rectifier le tir si vous y prenez. On peut poursuivre. Voilà, donc prenez le temps, ça on l'a vu, hein, de vraiment concevoir l'aménagement, ne vous précipitez pas. Voilà. Alors une chose qui est importante, hein, c'est de ne pas oublier les animaux. En permaculture, ils font partie intégrante du système. Voilà, donc là ce sont des poules, mais il y en a d'autres. Hein, voilà, donc nous on a un pré-verger aussi. Tout ça, si je vous rappelle, c'est sur 1 hectare. Donc avec des moutons, toutes les races qu'on a, même les espèces qu'on essaye de faire, c'est des choses qu'on ne voit pas partout. Donc, voilà. Donc ça, ce sont des nez noirs. Avant, c'était des nez noirs du Valais. Ça, ce sont des chèvres noirs. Et on travaille tout, quoi. C'est-à-dire que ma femme travaille à l'aide. On est sur petite surface, donc on essaye de perdre, de rien perdre. Voilà. Ne serait-ce que les déchets, tout le monde a des déchets. Enfin, ne serait-ce que nos excréments. Soit on le composte, nous on a les toilettes sèches, soit on le composte, soit effectivement on peut méthaniser. C'est intéressant et effectivement après le méthana récupérer le résidu quoi. C'est des choses à faire. Voilà. Je sème en fait en serre. Alors je sème tout, je sème beaucoup de choses en plaque alvéolée. Après, je fais beaucoup de recoupement. Semi-tomates, je les sème en ce moment là. Serre qui est pour l'instant non chauffée. J'ai monté avec mon père dans les années 90. Je m'intéressais déjà un peu à l'alternative. J'ai trouvé un bouquin sur les serres solaires. Et en fait, j'ai un VTT de 7 degrés, sans avoir rien rajouté. Ah, la plantation. La plantation, 50 cm. Je suis resté sur les plantations.
toute façon, on ne peut pas densifier ce genre de culture, il ne faut surtout pas densifier. Quoi. Parce que c'est comme tout, quand il y a la densification à un moment à une limite. Les tomates, si on les densifie trop, on a humidité. Après, on peut travailler sur les niveaux. Il ne faut pas assez les tomates, il faut essayer de mettre des choses autour. Au fur et à mesure, vous poussez les feuillets et vous récoltez les feuilles. Voilà, merci.